Et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les E3C. Aujourd'hui donc, la réponse à une question problématisée. C'est donc l'épreuve principale, vu qu'elle tombe obligatoirement soit en histoire, soit en géographie. Elle est sur 10 points et il convient d'y consacrer environ 1 heure. Il faut vous laisser du temps pour la deuxième épreuve. Les objectifs de la question problématisée, de la réponse à une question problématisée, c'est d'argumenter. Comme son nom l'indique, c'est une réponse à une question. Donc quand on vous pose une question, il faut argumenter pour répondre à cette question et donner des arguments d'ordre historique ou géographique pour alimenter un raisonnement. Il s'agit donc de faire une démonstration et donc non de faire un récit. Si on vous demande par exemple comment la Révolution transforme-t-elle la France entre 89 et 93, il s'agit donc de donner des grands éléments de réponse, des arguments. Elle la transforme socialement en remettant en cause la société d'ordre, elle le transforme politiquement en remettant en cause le régime politique qui est la monarchie absolue. Donc j'apporte des arguments et je vais alimenter ces arguments. Je ne vais pas faire un récit de comment la France s'est transformée par des événements que je vais additionner. Je ne vais pas raconter comment les révolutionnaires ont pris la Bastille. Non, je suis bien dans une démonstration et donc que je vais organiser en différents arguments pour répondre à cette question. Ensuite, je suis là pour mobiliser des connaissances. Ça veut dire que je dois montrer que je suis capable de maîtriser les concepts géographiques et historiques, donc les mots de vocabulaire spécifiques à mon sujet, donc la Révolution, le tiers-État, la société d'ordre, en géographie sur un sujet sur la métropolisation, la CVD, les fonctions métropolitaines, un archipel métropolitain mondial, tous les concepts qui sont liés à mon sujet, que je suis capable de mobiliser des connaissances, mais aussi des connaissances précises, des lieux, des dates, des personnages qui ont un lien avec mon sujet. Et enfin, que je sais organiser mon propos, et donc mon argumentation, que je sais faire des parties, des sous-parties, et que je sais faire un propos clair et organiser ma démonstration. Alors, votre réponse à une question problématisée, elle commence par une introduction. Cette introduction, elle fait environ 10-15 lignes, et vous pouvez la rédiger directement dès après avoir reçu le sujet. Pourquoi ça doit être relativement mécanique, l'introduction? On peut considérer qu'elle se déroule en 4 étapes. D'abord, vous définissez les termes du sujet. Les termes du sujet sont les termes importants inscrits dans la question. Donc, comment la Révolution 1789-1793 transforme-t-elle le régime politique de la France? Là, on a le terme révolution à définir, le terme régime politique et la France. D'accord? Après avoir défini les termes du sujet, importants du sujet, vous les replacez dans leur contexte temporel en histoire et spatial en géographie. En histoire, le contexte temporel, s'il y a des dates, il faut bien définir ces dates. Donc 1789, pourquoi? C'est le début de la Révolution française, c'est la remise en cause du pouvoir du roi, 14 juillet, serment du jeu de paume, et c'est 1793, c'est la terreur. D'accord? Donc s'il y a des dates, on les définit, mais plus généralement, on va expliquer les grands mouvements en cours durant la période historique pour remettre un cadre temporel à notre réponse à la question problématisée. En géographie, on s'intéressera bien au cadre spatial de l'étude, et donc on définira ce cadre spatial. Si c'est un pays, on définira les grandes caractéristiques de ce pays, les limites donc géographiques et spatiales de l'étude. Donc pour les États-Unis, par exemple, on définirait la population, 330 millions d'individus, la surface, 10 millions de kilomètres carrés, mais aussi les caractéristiques générales des États-Unis, première puissance militaire mondiale, deuxième puissance économique. Voilà. Donc cadre temporel et cadre spatial après avoir défini les termes. Enfin, on repose la question, troisièmement. Donc on repose la question telle qu'elle, on ne se pose pas plus de questions sur ce sujet. Et ensuite, en quatrième, on annonce le plan. Et le plan, en première, il vous est donné dans l'intitulé du sujet. En effet, accolé à la question, on vous donne un conseil. Ce conseil, c'est ni plus ni moins que le plan. Ici, donc, vous vous appuierez sur les changements de gouvernement et de participation électorale. Donc, sous-entendu, une première partie sur les changements de gouvernement et une deuxième partie sur la participation électorale et sa modification. On reviendra sur ce plan ensuite. Vous gardez le plan que l'on vous donne.
Ce plan, il vous est donné en première, il ne vous sera plus donné en terminale. C'est normal, il y a une progression entre la première et la terminale. Alors maintenant, comment il faut procéder? Alors il y a différentes façons de procéder, je vais vous en proposer deux. La première, qui me semble la plus pertinente, c'est le tableau argument-exemple. Déjà, je vous conseille de réécrire la question en haut d'une feuille de brouillon. Donc là, j'ai réécrit la question sur la Révolution. Comment la Révolution transforme-t-elle le régime politique de la France? J'ai mis une question de géographie au-dessus. Quelles sont les caractéristiques du développement des métropoles dans le monde? Pour la métropolisation. Alors pour le tableau argument-exemple, je vais prendre la question en bleu. Et on va voir comment on peut répondre dans un tableau argument-exemple, ce qui me paraît le plus pertinent et le plus rapide en fait. Donc déjà, vous avez deux axes. D'accord? Les axes, ils vous sont donnés dans le plan, comme on l'a vu en introduction. Donc, on a un axe sur le changement de gouvernement et un axe sur la modification de la participation électorale. Il faut trouver des arguments dans ces axes qui répondent à la question. Donc, comment la Révolution transforme-t-elle le régime politique de la France? Par un changement de gouvernement. Donc, on peut noter passage de la monarchie absolue à quoi? Eh bien, oui, à gouvernement de l'Assemblée nationale. Voilà, donc là, on a une première idée là-dedans. Alors, vous pouvez faire un nuage d'idées. Ce qui serait bien, c'est de dégager deux idées là-dedans. Alors, vous pouvez faire un premier argument dans lequel vous expliquez ce que c'est que la monarchie absolue, donc c'est les caractéristiques de ce mode de gouvernement. On peut parler de l'absolutisme, du pouvoir descendant comme peut le décrire Bossuet, et au fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, mis à part les parlements, dans le régime politique de la monarchie absolue. Ce qui est l'inverse du gouvernement de l'Assemblée nationale. Là, par contre, c'est le tiers-État qui se déclare Assemblée nationale après le serment du jeu de paume. Et du coup, dans ce deuxième argument, on pourrait, dans cet argument, on montrerait que maintenant, dans un gouvernement du peuple, dans le sens où c'est la souveraineté populaire exprimée par la représentation nationale qui est le tiers-État qui dirige le pays et qui décide de ses lois. D'accord? Donc, on peut voir deux modes de gouvernement, un changement de mode de gouvernement. On peut faire procéder comme ça, c'est pas la seule possibilité. Alors, on pourrait trouver d'autres idées qui montrent changement de mode de gouvernement, mais on va reprendre ces idées-là. Donc, par exemple, pour la monarchie absolue, comme exemple, on pourrait donner, par exemple, Louis XVI, les cahiers de doléances, et parler de la manière dont sont convoqués les États généraux, d'accord, qui est au bon vouloir de Louis XVI et qui finalement le décide tout seul et le fait d'une manière relativement autoritaire dans le sens où Louis XVI c'est son bon vouloir et il est là pour consulter son peuple. D'ailleurs, la première phrase qu'il dit aux États généraux, c'est pour consulter mon bon peuple et prendre conseil, sachant que c'est lui qui prendra la décision au final. Voilà, donc on peut donner ça comme exemple. Les cahiers de doléances étant simplement des réclamations, c'est pas une action ou une idée politique qui aura un relais direct. Non, c'est Louis XVI et son gouvernement qui est nommé par lui. La révocation de Necker aussi peut être un très bon exemple. C'est Louis XVI qui a absolument tous les pouvoirs. Donc là, on est dans le cadre de l'absolutisme, on peut prendre des exemples sur avant donc le serment du jeu de paume. Alors, le gouvernement de l'Assemblée nationale, comme exemple, on pourrait totalement prendre le serment du jeu de paume, justement, et ce fameux serment durant lequel les députés du tiers-État refusent de se quitter avant d'avoir donné à la France une constitution, et donc avant d'avoir donné à la France une constitution sous-entendue dans laquelle le peuple aurait une souveraineté, et il se déclare Assemblée nationale, juste après le serment du jeu de paume, et Assemblée nationale, tout est dans son nom, c'est l'Assemblée de la nation, et donc, à partir du moment où ils veulent fixer une constitution, ils déclarent que la source du pouvoir, c'est eux, c'est la nation, et ce n'est plus le roi. Et donc là, on change de mode de gouvernement. Et donc, on peut prendre le serment du jeu de paume comme exemple.
Là, il faudrait bien sûr plus le détailler, hein, la date, les circonstances, bailli, les personnes qui interviennent là-dedans. On pourrait également prendre comme exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ensuite, sur la modification de la participation électorale, là, je pense qu'il me semble essentiel de traiter de manière chronologique également. On pourrait passer tout d'abord d'une participation nulle. Une participation nulle, et là on explique nulle, et on explique qu'il n'y a pas de c'est une représentation par ordre, d'accord, et elle est inégalitaire, il n'y a pas vraiment de vote lors des États généraux à un élargissement de la participation. Et là, il faudrait expliquer qu'en 1792, aux élections de 91, il y a un suffrage limité avec les actifs et les passifs. Et en 92, suffrage universel. Donc en 92, suffrage universel. Voilà. Et là, on pourrait donner des exemples. Donc là, par exemple, on pourrait donner l'élection aux États généraux. Et justement, l'injustice qui était au tiers-État. Et là, pour le suffrage limité, on peut donner l'exemple des actifs et des passifs. Donc qu'est-ce que c'est un citoyen actif? Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen passif? Finalement, on reconnaît le vote que à ceux qui paient des impôts et une certaine somme. Et pour le suffrage universel, eh ben, on parle de la convention élue en 92. D'accord, élue en 93. D'accord, voilà. C'est décidé en 92, ça se fait en 93. D'accord. Donc voilà pour ces exemples. Il faut qu'ils soient le plus précis et le plus développé possible, ces exemples. Voilà. Moi, je vous conseille de procéder sur un tableau argument-exemple. Pour moi, c'est relativement clair, en fait. À vous de bien réfléchir aux arguments qui montreraient les changements de gouvernement pour montrer que la révolution transforme le régime politique de la France. Alors maintenant, deuxième méthode, le nuage de points. Alors le nuage de points, c'est une méthode qui sera beaucoup plus adaptée si vous n'avez pas d'axe. Mais même si vous avez des axes, c'est une méthode qui peut être adaptée. Donc on va prendre l'exemple pour le sujet numéro 1. Quelles sont les caractéristiques du développement des métropoles dans le monde? Alors on va mettre leur croissance. Il y aura un thème sur leur croissance qu'on vous aura donné. Vous étudierez d'abord leur croissance et ensuite leur fonction. D'accord? Voilà, alors vous avez vu, j'ai réalisé un nuage de points. J'ai donné toutes les idées que je pouvais mettre ensemble. D'accord? Alors en bleu, donc déjà, moi j'ai un plan. Donc je pense qu'il faut que je mette en lien les deux termes. Quelles sont les caractéristiques du développement des métropoles dans le monde? Ben, elles sont en croissance. Cette croissance, elle est liée à leur fonction. Alors tout ce qui est sur la croissance, toutes mes idées sur la croissance, je les entoure en bleu. Ben, il y a une hausse de leur population. Cette hausse de la population, ben, elle est liée au niveau de développement. Plus un pays est développé, plus il y a une urbanisation. La croissance, c'est l'exode rural, ben, c'est les populations des campagnes qui viennent habiter dans les villes. La croissance, ben, c'est l'attraction de jeunes et de migrants, d'accord, les populations jeunes qui vont étudier. C'est également, cette croissance, c'est un étalement urbain qui est fort, donc c'est une extension de la ville. Vous avez toutes ces idées-là, d'accord, il faudra que je les mette ensemble pour faire deux parties deux sous-parties dans cette première partie. Donc je peux faire, par exemple, je peux expliquer à peu près la croissance de la population, ses causes, d'accord, ici, et après je peux expliquer que c'est lié au développement et faire un petit de là. C'est un exemple, quoi. Là, ça se mettrait dans le 1 par exemple. Voilà, donc on peut essayer dans le 1 de faire ça. Dans le 2 par exemple, donc là je fais en noir, ben, les fonctions, ben, il y a des fonctions, donc ça c'est des centres de pouvoir, ces métropoles, elles ont des CBD, elles ont des bourses, il y a une fonction universitaire,
il y a des fonctions avec des services de haute qualité, c'est des capitales économiques, et il y a un phénomène de gentrification. Alors là, un phénomène de gentrification, justement, c'est quelque chose qui est lié à leur croissance. Bon, ça, peut-être que c'est pas très dans le sujet, d'ailleurs, on pourrait y mettre. C'est dans la secondaire. Et là, donc, du coup, on pourrait faire deux thèmes, par exemple, leurs fonctions. On pourrait faire leurs fonctions économiques, voilà, c'est des grandes capitales économiques qui concentrent voilà, des CBD, des bourses, mais également un centre de pouvoir en général avec des fonctions politiques, ça peut être les centres administratifs, etc., universitaires, donc les lieux de savoir, et des services de qualité, hôpitaux, etc. Voilà, on pourrait faire deux sous-parties comme ceci. Ça, c'est la deuxième technique, c'est le nuage de points. En fait, le nuage de points, si vous aimez bien, si vous aimez bien raisonner comme ça peut être un bon moyen de faire un brouillon. Quoi qu'il en soit, que vous ayez fait vos arguments, nuage de points ou argument exemple, vous devez sortir de votre brouillon en ayant un plan. D'accord? Et en pouvant faire vos sous-parties, donc je vous ai montré deux moyens de faire vos sous-parties, pour ensuite rédiger. Ce brouillon, vous y passez pas plus de 20 minutes. Bon, pour la rédaction, c'est relativement simple, on va y venir maintenant. Alors la rédaction du devoir se fait de la manière suivante. Vous pouvez indiquer le titre de la partie, si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. En géo, c'est bienvenu. Les historiens sont beaucoup plus conservateurs sur ce point. Donc en histoire, calmez-vous. Vous commencez votre partie. Si vous ne faites pas de titre, par contre, vous annoncez, dans une première partie, nous allons voir que. Ensuite, vous faites des paragraphes. Au minimum deux. Un paragraphe qui commence par un connecteur logique, tout d'abord, et boum, vous déployez pour commencer votre argument. Votre premier argument. Ensuite, vous mettez un deuxième connecteur logique dans le même paragraphe, par exemple, et vous développez votre exemple. D'accord? Vous pouvez alterner argument et exemple. Moi, je préfère que vous les distinguiez. Enfin, c'est comme vous voulez, vous pouvez aussi les alterner. Ensuite, vous passez à un deuxième paragraphe, donc une deuxième idée, un deuxième argument qui répond à la question, toujours dans le thème qui vous est proposé. Vous mettez ensuite, et hop, vous rédigez votre deuxième argument, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous mettez bien des connecteurs logiques, faites bien un retrait, donc un alinéa d'au moins 2 carreaux pour que le connecteur soit visible. Et rebelote pour la deuxième partie. Une sous-partie, on va dire qu'elle fait 10, elle fait 15 lignes, d'accord? 10 à 15 lignes, d'accord? Alors en première, on vous en voudra peut-être pas trop si vous faites qu'une seule sous-partie par partie. Néanmoins, en allant vers la terminale, il faudrait trouver au moins deux sous-parties à faire dans chaque partie qu'on vous annonce. Voilà pour la formation du devoir. Donc maintenant on arrive à la dernière étape de la vidéo, comment réviser. Et bien alors pour réviser, déjà la base c'est votre cours. Pourquoi? Parce qu'on va vous interroger sur ce que vous avez fait en cours. Donc la base c'est votre cours. Donc on révise, voilà. Ensuite, il y a aussi les manuels. Les manuels ils sont assez bien faits, donc que ce soit celui-ci par exemple, ou spécial dédicace aux élèves de mon lycée, celui-ci. Les manuels ils sont bien faits, et en plus dans les manuels vous avez des pages spécifiques de révision. Donc dans ce manuel par exemple c'est en orange, vous avez des sujets exemples. Vous explique comment élaborer un plan, donc utilisez votre manuel, il est fait pour ça. Puis après, on ne s'inquiète pas, c'est votre première, on va être tolérant avec vous. Alors bonne chance, les E3C c'est comme le Léman Express, ça marche pas au début, mais ça finit toujours par bien se passer. Ciao. Et oui, donc le Léman Express ça marche, hein, vous croyez pas au miracle, et bah si, aujourd'hui ça circule. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, après les cours, l'humour. Alors E3C, tout le monde en parle. Mais c'est quoi ce fichu acronyme que personne ne comprend? Ces sigles typiques de l'éducation nationale. Alors, si j'étais élève, j'aurais pensé que ça pourrait vouloir dire évaluation carrément casse-couille. Mais je suis prof et j'ai un peu d'humour. Alors, je peux penser que ça veut dire énorme charcuterie contre syndicaliste. Ah merde, je crois que syndicaliste ça prend un S, non?